Junk 1, ça c'était MSN, ça c'était instant. Ce n'était pas une partie du rêve. Vraiment? Je me fichais. Vraiment. Vous savez, je me fichais vraiment. Je me fichais. Je veux dire, vous savez, pendant des années, les gens se sont demandé ce qui était vraiment arrivé à Bernie Mac. Sa mort a semblé soudaine, mais sa femme Rhonda a vu les signes que tout le monde a manqué. Elle l'a vu lutter avec des bouteilles d'oxygène entre les prises de vue de films. Elle savait qu'il était train de mourir alors qu'il continuait à faire rire les gens. 2025. 17 ans plus tard, elle finit par dire la vérité sur ses derniers jours. Le vent froid qu'elle a ressenti avant sa mort. La façon dont ses yeux se sont ouverts une dernière fois. Les secrets sont révélés maintenant. Bernie Mac est né le 5 octobre 1947 dans le sud de Chicago, l'un des endroits les plus difficiles pour un enfant noir dans les années 1960. Son père est parti tôt et il n'y avait que Bernie et sa mère qui essayaient de se sortir. Ils ont déménagé d'un endroit à l'autre, luttant pour rester au chaud pendant les hivers froids. Sa mère, Mary, travaillait dur juste pour maintenir l'électricité. Dans un monde plein de dangers et de difficultés, Bernie ne pleurait pas. Il faisait rire les gens. C'était sa façon de survivre, sa façon de rester fort. Il a appris tôt que la comédie pouvait être une arme et un bouclier, et que le rire était souvent la seule lumière dans l'obscurité. À 16 ans, cette lumière a failli s'éteindre. Mary est décédée après avoir lutté contre le cancer. Puis, son frère aîné est décédé. Puis, son père arrangé. 3 décès, l'un après l'autre, et Bernie s'est retrouvé sans véritable foyer. Il est allé vivre avec sa famille élargie et a même déménagé dans un lycée Floride pendant un certain temps. La douleur de perdre tout le monde l'a poussé vers la comédie d'une manière différente. Chunk 2. Il a commencé à parler de la mort, de la douleur et du dysfonctionnement, le genre de sujet que la plupart des comédiens évitaient. Mais Bernie ne s'est pas retenu. Il a dit la vérité, et les gens ont vu quelque chose de puissant dans cette honnêteté. Il n'essayait pas d'être intelligent, il essayait de survivre. À la fin des années 1970 et au début des années 1980, Bernie jonglait avec des emplois brutaux et des petits boulots qui payaient à peine assez pour l'essence. Il a travaillé comme concierge, chauffeur de camions de pain, déménageur et a même conduit un bus de ville. Certaines nuits, il dormait dans sa voiture. Il a étudié les grands, Richard Pryor, les Trois Stooges, Red Fox, et a façonné sa propre voix dans de petits clubs à travers Chicago. Le Cotton Club est devenu son terrain de jeu, C'était désordonné, bruyant, plein d'amateurs, mais cela lui a appris le timing, la ténacité et comment s'approprier la scène. Sa femme Rhonda a tout regardé. Elle a cru lui avant que le monde ne le fasse. Rhonda a rencontré Bernie quand ils étaient adolescents. Elle a vu quelque chose, lui, que les autres ont manqué. Ils se sont mariés, 1967, alors que Bernie n'avait que 19 ans. Pendant que Bernie racontait des blagues pour 5 $ la nuit, Rhonda a occupé plusieurs emplois pour les faire vivre. Elle ne lui a jamais dit d'abandonner. Au lieu de cela, elle l'a poussé à quitter son emploi d'entrepôt et à poursuivre son rêve. Lorsque leur fille Janice est née, Bernie est devenu plus qu'un simple comique qui se démène. Il est devenu un père qui voulait laisser un héritage. Leur lien a duré près de 30 ans. Bernie a toujours dit qu'il n'y serait pas arrivé sans elle. À 32 ans, Bernie a finalement percé. Il a remporté le Miller Lite Comedy Search 1990. Après plus de 10 ans de labeur, cette seule victoire a tout changé. Soudain, il recevait des appels pour de vrais concerts et des émissions nationales. Ce n'était pas un succès du jour au lendemain. C'était une reconnaissance durement gagnée. Ce moment lui a redonné espoir. Chunk 3. Cela lui a dit qu'il n'était pas fou de croire qu'il pouvait réussir. Toutes les nuits passées à dormir dans sa voiture et à être ignoré étaient enfin récompensées. Il n'était plus juste un autre comique de Chicago. Il était quelqu'un à surveiller. Puis vint 1992. Le Def Comedy Jam de HBO a changé la vie de Bernie Mac à jamais. La foule était déchaînée.
prête à huer quiconque hors de la scène. La plupart des comiques auraient paniqué, pas Bernie. Il est sorti t-shirt noir et l'a dit fort. « Je n'ai pas peur de vous, enfoiré. » La salle a éclaté. Il n'a pas seulement joué. Il a pris le contrôle. Il a fait écouter le public selon ses conditions. Ces 4 minutes ont fait de lui une star. Il ne s'agissait pas seulement des rires. Il s'agissait de pouvoir, de présence et de cran. Ce clip est devenu légendaire. Et soudain, des portes ont commencé à s'ouvrir partout. Son premier rôle au cinéma est venu la même année. Ce n'était pas glamour. Il a joué un portier de club dans Mo Money. Le chèque de paie a à peine aidé, mais il a continué. Il a pris de petits rôles dans Who's the Man It Friday. Dans Above the Rim, il a joué Flip, un homme tragique et brisé qui a montré que Bernie pouvait jouer avec profondeur, pas seulement avec des rires. Les rôles étaient ils étaient petits, mais chacun était un pas avant. Il savait qu'il était plus qu'un simple soulagement comique. Il construisait quelque chose qui durerait. 1996, il a rejoint le casting de Moatia tant qu'oncle Bernie. Ce n'était pas un rôle principal, mais cela lui a donné quelque chose qu'il n'avait jamais eu auparavant. Un travail stable et une chance d'apprendre comment la télévision fonctionnait vraiment. Il a fait attention. Chunk 4. Il a appris les angles de caméra, les changements de script et comment travailler avec les producteurs. Ce n'était pas toujours facile et il a dû se battre pour du temps d'écran, mais Bernie a utilisé chaque moment comme un entraînement. Sans Moatia, il n'aurait peut-être jamais eu les compétences nécessaires pour diriger sa propre émission. À la fin des années 90, 4 comédiens au style complètement différent se sont croisés d'une manière qui allait changer la comédie à jamais. Bernie Mac, Steve Harvey, Cedric the Entertainer et D.L. Houyi n'étaient pas censés partager une scène au début. Guy Torry était l'hôte original. Mais dès la 2e année, D.L. Houyi avait rejoint et la véritable chimie a commencé. Leur tournée a commencé décembre 1997 et est rapidement devenue quelque chose de beaucoup plus grand qu'un simple spectacle. C'est devenu un mouvement. Chaque homme a apporté quelque chose d'unique. Steve Harvey pouvait prêcher et improviser comme personne d'autre. Bernie Mac était brut et sans peur. D.L. Houyi avait une pointe acérée pour la vérité. Cedric avait un charme inégalé et un contrôle de la foule. Ensemble, ils ont vendu des arènes à guichets fermés avec plus de 20 000 personnes. Leurs blagues provenaient de la vraie vie, de la vraie douleur et des vraies expériences. Ils disaient ce que les gens pensaient, mais plus fort, plus drôle et sans filtre. C'était honnête, c'était puissant. Et ce n'était pas seulement pour un public noir. Des personnes de tous les horizons sont venues et ont ri ensemble. Quelques années, ils ont donné 96 spectacles et vendu plus de 926 000 billets. La tournée a rapporté plus de 36 millions de dollars. Octobre 1999, ils ont entassé 49 à 93 personnes dans 4 spectacles au MCI Center à D.C. et ont encaissé 2 millions de dollars rien que pour cela. Les critiques ont dit que c'était la tournée de comédie la plus réussie de tous les temps, et elle a inspiré d'autres. Les tournées ultérieures, comme la Blue Collar Comedy Tour, ont directement regardé les Kings comme leur modèle. Leur ascension n'était pas seulement une question d'argent, il s'agissait de timing. C'était à un moment où les blagues sur la race, la famille et la lutte n'étaient pas édulcorées pour la télévision. C'était de la vraie comédie, et c'était comme une justice. Chunk 5. Les gens ne se contentaient pas là de rire, ils se sentaient vus. Cela a donné aux comédiens noirs une voix pour rêver plus grand. Spike Lee a également vu la magie. Février 2000, il a filmé 2 nuits à Charlotte et a transformé la tournée en documentaire. Il ne voulait pas seulement montrer les blagues, il voulait montrer la culture, le rythme, la vérité derrière cela. Le film est sorti plus tard cette année-là et a rapporté 38,2 millions de dollars. Il est devenu l'un des films de stand-up les plus réussis de tous les temps. Les moments coulisses ont montré les comédiens jouant au ballon, riant dans les coulisses et révélant la fraternité qui les unissait, du moins apparence.
2001, ils ont été nominés pour un Grammy du meilleur album de comédie parlée. Ils n'ont pas gagné, mais la nomination signifiait quelque chose de plus grand. Cela disait qu'ils étaient arrivés, non seulement tant que comiques, mais tant qu'icônes. L'industrie avait ignoré des voix comme la leur pendant trop longtemps. Mais maintenant, ils se tenaient aux côtés de noms comme Richard Pryor et Whoopi Goldberg. Mais derrière les rideaux, les choses s'effondraient. Bernie Mac et Steve Harvey se sont souvent affrontés. Ils avaient tous les deux des idées fortes sur la tournée et leur place dans celle-ci. Au fil du temps, ces piques silencieuses se sont transformées pleines tension. Bernie a une fois fait une blague que Steve n'a pas trouvée drôle. À l'antenne, ce regard froid disait long. D.L. Hawley a dit plus tard que c'était la raison pour laquelle la tournée n'était jamais revenue. Cédric l'a confirmé. Deux mâles alpha qui ne pouvaient pas s'entendre. Ils ont peut-être partagé la scène, mais ils ne partageaient plus la confiance. Les pourparlers de réunion se sont terminés avant même d'avoir commencé. Puis vint la trahison que personne n'attendait. Bernie a dit Ah, un ami, DJ Ed Lover, que Steve avait essayé de prendre son rôle dans Ocean's 11. Bernie avait déjà été choisi, mais Steve serait allé voir les producteurs, aurait offert de le faire pour moins cher et aurait essayé de le remplacer. Bernie ne lui a jamais pardonné. Ce rôle comptait. Cela a lancé Bernie à Hollywood avec des sorts comme Clooney et Pitt. Chunk, c'est ça. Perdre ce rôle l'aurait anéanti, et savoir qu'un ami a essayé de le prendre a été encore plus douloureux. 2003, Bernie s'est ouvert dans GQ. Il a accusé Steve d'avoir essayé de bloquer ses rôles au cinéma et a dit que la jalousie était derrière tout cela. Steve n'a pas répondu tout de suite, mais a admis plus tard que les mots de Bernie l'avaient blessé. Il a dit que ce n'était pas vrai, mais le mal était fait. Les comédiens ont pris parti. Les fans ont débattu pendant des années. Lorsque Bernie est décédé 2008, on avait l'impression que la querelle n'avait jamais vraiment été résolue. Même lorsque Steve a pleuré dans son talk show des années plus tard, tout le monde n'était pas prêt à pardonner. 2001, Bernie est entré dans une réunion de présentation de Fox Network avec quelque chose de fou. Il ne voulait pas jouer un papa adorable. Il voulait se jouer lui-même. Un homme qui n'aimait pas les enfants, soudain coincé, a élevé 3. Et il ne voulait pas l'édulcorer. Ce n'était pas une comédie douce et familiale. C'était Bernie Mac, brut et réel. D'une manière ou d'une autre, il les a convaincus. The Bernie Mac Show a été diffusé pour la première fois le 14 novembre 2001. C'était intelligent, bruyant et honnête, et cela a fonctionné. L'amour dur de Bernie venait directement de ses routines de stand-up. Il ne prétendait pas être doux. Il disait la vérité. Il disait des choses crossortes comme « faites éclater des têtes jusqu'à ce que la viande blanche apparaisse » et rendait quand même cela drôle parce que sous la colère, il y avait de l'attention. Ce qui rendait l'émission encore plus spéciale, c'était la façon dont Bernie parlait à la caméra. Il brisait le 4e mur et parlait directement à l'Amérique. Ce n'était pas juste un gadget. Ces moments étaient personnels. Il partageait ses frustrations, ses regrets et ses pensées avec le public. Cela donnait aux gens l'impression d'être à l'intérieur de sa maison. Des émissions ultérieures comme The Office et Modern Family allaient copier cette idée. Chunk, 7. Mais Bernie l'a fait premier. Pourtant, la télévision du réseau ne savait pas quoi faire de lui. Ils étaient nerveux, ils ne se retenaient pas, et certaines personnes craignaient qu'il ne soit trop brut. Le réseau a déplacé la tranche horaire. Il y a eu des disputes au sujet de certaines blagues, mais Bernie n'a jamais changé. Il voulait rester fidèle à lui-même, et au final, le public l'a récompensé. Les codes d'écoute étaient fortes, les prix sont arrivés. Mais ce n'était pas juste une idée de télévision. Bernie l'avait vécu. Dans la vraie vie, il avait accueilli sa nièce, Toya, et sa fille, Monique. Ce n'était pas facile. Il était un comédien qui travaillait toujours sur la route et soudain, il était un tuteur à plein temps. Les émotions étaient réelles, le stress était réel, l'amour était réel aussi. Il a dit plus tard que les blagues étaient drôles avec le recul, mais sur le moment, c'était difficile. Le vrai Bernie n'était pas perdu.
Il avait sa propre fille, Janice, qui a dit plus tard qu'elle était le premier sujet de test pour beaucoup de ses blagues. La version télévisée a exagéré la catastrophe, mais la vérité était plus nuancée. Bernie essayait de maintenir une famille unie, tout essayant de maintenir sa carrière-vie. L'émission a décollé. Bernie a été nominé 2 fois pour le prix de l'acteur principal exceptionnel aux Emmy 2002 et 2003. L'équipe de scénaristes a remporté l'Emmy du meilleur scénario de comédie. L'émission a remporté un Peabody Award et un Humanities Prize. Ce n'étaient pas juste des trophées, c'étaient des déclarations. Bernie avait fait quelque chose qui était à la fois drôle et important. Si vous regardiez de près, vous pouviez voir des morceaux de son cœur partout. Chunk, 8. Bernie aimait les White Sox de Chicago. Il a grandi avec eux et dans l'émission, il s'est assuré que tout le monde le sache. Il avait des équipements des White Sox partout sur le plateau. Il a même fait venir le lanceur John Garland pour une apparition. Après que les Sox aient remporté les World Series 2005, Bernie a porté l'uniforme complet et a prononcé un discours à l'antenne. Ce n'était pas à propos du baseball. C'était à propos de la fierté, des racines et de l'amour donné à l'endroit qu'il a élevé. Bernie Mac n'était pas seulement drôle. Il était sans peur et sa vie dehors de la scène était tout aussi puissante que tout ce qu'il disait dessus. Octobre 2001, il a publié son premier livre. Ce n'était pas seulement à propos de blagues. I Ain't Scared of You a montré comment il pensait, comment il vivait et comment il souffrait. C'était honnête d'une manière que la plupart des comédiens évitent. Il a parlé de son niveau de jeu au golf. Il a parlé de l'hypocrisie qu'il voyait chez les gens et lui-même. Mais entre les rires, il nous a donné la vérité. Cette vérité a fait du livre un succès et a prouvé qu'il n'avait pas peur d'exposer la douleur derrière les punchlines. Puis, 2003, il est allé encore plus profondeur. Son deuxième livre, Maybe You Never Cry Again, était comme ouvrir une blessure et laisser les gens tout voir. Il a décrit avoir grandi pauvre à Chicago, avoir perdu sa mère à cause du cancer à seulement 16 ans et avoir essayé de sourire malgré la tristesse. Il s'est produit lors de dîners d'église juste pour faire rire les gens. Pas pour de l'argent, pas pour la gloire, mais parce qu'il croyait que s'il pouvait faire rire sa mère, peut-être qu'elle ne pleurerait plus. Cette croyance a façonné sa vie. La foi de sa mère lui ne s'est jamais estompée, même lorsque son corps a cédé. Dans ces pages, Bernie nous a montré que sa comédie n'était pas seulement du talent, c'était de la survie. Derrière la renommée, Bernie était un homme de famille. Il avait une fille, Janice, et une petite fille, Jasmine. Janice ne portait pas seulement son nom. Hunk, 9. Elle travaillait à ses côtés. Elle s'était diplômée psychologie et counseling. Mais le travail qui comptait le plus était celui d'être son assistante. Cela les rapprochait. Pourtant, elle luttait contre l'ombre qu'il projetait. Après son décès, elle a dû apprendre à être perçue comme plus que la fille de Bernie Mac. Elle a trouvé sa propre voie grâce à l'écriture, au coaching et à la direction de sa fondation. Lorsque Bernie a révélé 2006 qu'il souffrait de sarcoïdose, il ne s'est pas caché. Il a créé la fondation Bernie Mac, espérant que personne d'autre ne traverserait la douleur qu'il a traversée seul. Il ne s'agissait pas de sympathie, il s'agissait de communauté, de sensibilisation et d'action. Même si sa santé déclinait, il s'est présenté. Il a fait des discours, il a recueilli des fonds. Il s'est battu contre une maladie que la plupart des gens ne comprenaient même pas. Et il l'a fait avec la même force tranquille qu'il avait utilisée pour mener sa carrière. Ce combat continue de se faire entendre à travers sa famille et son nom. Bernie Mac n'était autrefois qu'un enfant à Chicago qui faisait des petits boulots, conduisait des bus, déplaçait des meubles et faisait même du stand-up pour une bière gratuite. Au moment où il a atteint le grand écran, il valait 15 millions de dollars. Mais l'argent ne l'a pas changé. Il lui a donné du pouvoir. Et il a utilisé ce pouvoir pour prendre soin des autres. Il a acheté des maisons pour sa famille. Il a investi judicieusement. Sa villa de Los Angeles se louait 8500 $ par mois et avait une piscine privée et une cour pour les voitures. Mais il n'a jamais agi comme s'il était au-dessus de quiconque.
Même sa collection de voitures racontait une histoire. L'escalade, la Corvette, la Mustang, la Phantom, la Charger n'étaient pas que des symboles de statut. C'étaient des trophées d'un homme qui n'avait jamais pensé quitter le quartier. 2007, Bernie a choqué ses fans lorsqu'il a annoncé qu'il avait fini avec le stand-up. Chunk 10, son émission était encore fraîche. Ses films étaient encore forts, mais il était fatigué, pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Le stand-up avait fait des ravages. Il a dit à la foule « Je suis fatigué, mec. Je veux juste faire quelque chose de différent. » C'était réel, c'était courageux, et c'était douloureux à entendre. Ses fans ne voulaient pas le croire. Mais Bernie savait que son corps lui disait quelque chose, et il a écouté. Le voyage avec la sarcoïdose a commencé bien avant la gloire. 1984, après qu'un match de basketball l'ait laissé inhabituellement épuisé, Bernie est allé chez le médecin. Au début, ils ont craint le cancer. Puis est venue la vérité. Sarcoïdose. C'était rare, c'était dangereux, et cela ne l'a jamais lâché. Cela a attaqué ses poumons. Cela a causé une fatigue constante. Mais Bernie n'a rien dit à personne. Il a continué à travailler. Il a continué à rire. Il a continué à jouer. Même lorsque la respiration est devenue difficile et que chaque pas demandait un effort. Pour la plupart, il avait l'air inarrêtable. Mais à l'intérieur, il menait une guerre dont il ne parlait jamais. Il a dit un jour « J'ai la sarcoïdose depuis 1983. Cela n'a pas modifié ou limité mon style de vie, mais ce n'est pas une bonne chose à avoir. C'était la façon de Bernie. Ne jamais montrer la douleur, même quand elle vous brise. » Chunk 11. 2005, il a annoncé au monde qu'il était rémission. Mais ce n'était pas toute la vérité. Derrière des portes closes, sa fille a vu la réalité. Il avait besoin d'oxygène tous les jours, juste pour continuer. Les escaliers sont devenus des montagnes. Les médecins l'ont mis garde contre une transplantation pulmonaire. Pourtant, Bernie a souri. Pourtant, il s'était présenté. Il ne mentait pas pour blesser qui que ce soit. Il ne voulait juste pas de pitié. Il voulait que les gens rient, pas qu'ils s'inquiètent. Pendant ces dernières années, Bernie a continué à travailler. Des films comme Soul Man ont été tournés alors qu'il était branché à des bouteilles d'oxygène. Les membres de l'équipe pensaient qu'il était juste concentré. Ils ne savaient pas qu'il se reposait entre les prises pour reprendre son souffle. Il ne voulait pas abandonner. Il ne voulait pas se plaindre. Il demandait juste une prise de plus, une photo de plus, une chance de plus de bien faire les choses. Il savait que son corps était défaillant, mais il ne voulait pas que cela le définisse. Les médecins lui ont dit de ralentir. Il ne l'a pas fait. Ils lui ont dit d'arrêter. Il ne voulait pas. Sa volonté était plus forte que ses poumons. Il a donné tout ce qu'il avait, jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien à donner. ChatGPT a dit « Le 24 juillet 2008, Bernie Mac a été transporté d'urgence au Northwestern Memorial Hospital à Chicago. Il avait une forte fièvre et avait du mal à respirer. Son énergie avait disparu et même parler était devenu difficile. Bernie vivait avec la sarcoïdose, une maladie rare qui attaque les poumons depuis 1983. Bien qu'il ait dit qu'elle était rémission 2005, elle avait affaibli son système immunitaire. Chunk 12. Sa famille espérait qu'il se rétablirait à nouveau comme avant. Mais les médecins savaient que c'était grave. Quelques heures, il a été placé sous respirateur. L'homme connu pour illuminer les scènes était maintenant complètement dépendant des machines. Bernie est resté aux soins intensifs pendant 17 jours. L'infection dans ses poumons n'a cessé de s'aggraver. Sa belle-sœur a dit plus tard que c'était comme un combat sans fin. Bernie ne pouvait pas parler. Il était éveillé par moments, mais à peine. Son cœur s'est arrêté plus d'une fois et les médecins ont utilisé la RCR pour le ramener à la vie. À un moment donné, il a ouvert les yeux pendant 1 heure avant de s'éteindre pour à nouveau. Sa famille ne l'a jamais laissé seul. Il se relayait, lui tenant la main, lui chuchotant, priant pour un miracle. Chaque fois qu'il semblait revenir, il croyait que cela pourrait être le tournant. Mais à chaque fois, il s'éloignait de plus. Et c'était un contraste déchirant avec le Bernie fort, bruyant et sans peur que le monde connaissait.
Rhonda McCullough, la femme de Bernie, ne l'a jamais quitté. Ils étaient ensemble depuis plus de 30 ans. Des humbles débuts à la gloire du grand écran, elle avait toujours été là. Elle lui chuchotait constamment, espérant qu'il puisse l'entendre. Elle l'a supplié de ne pas partir. Pendant la dernière semaine, Bernie ne pouvait plus répondre. Juste avant que Rhonda n'aille le voir une dernière fois, elle a senti une bourrasque de vent froid. Cela l'a effrayée. À l'intérieur de la pièce, les yeux de Bernie étaient ouverts et il tremblait. Cette image ne l'a jamais quitté. Le 9 août 2008, Bernie Mac est décédé à l'âge de 50 ans. La cause officielle était des complications dues à une pneumonie. Mais ce n'était pas seulement l'infection. C'étaient les années de sarcoïdose qui avaient affaibli son corps, rendant impossible la guérison. Chunk 13. La veille, les médecins avaient annoncé au public qu'il était stable, mais le lendemain matin, tout avait changé. Sa famille était dévastée. Sa femme, sa fille Janice et sa belle-sœur Marianne l'avaient vu se battre jusqu'à la fin. La nouvelle s'est répandue rapidement. Les fans et les autres artistes du monde entier ont été stupéfaits. Bernie avait obtenu des nominations aux Emmy et des millions de fans. Mais la vraie bataille qu'il a menée était loin des caméras. Une semaine plus tard, le 16 août, plus de 6000 personnes sont venues lui dire au revoir. L'église House of Hope de Chicago débordait de chagrin. La cérémonie commémorative a duré 4 heures. Il y a eu des chansons, des rires et des larmes. Des extraits des blagues de Bernie ont été diffusés sur de grands écrans, donnant à chacun l'impression qu'il était toujours là. Des voix célèbres ont rempli l'air. Teresa Griffin, Rel Ferrell et d'autres se sont produits son honneur. Jesse Jackson a pris la parole. Samuel L. Jackson, Chris Rock, Steve Harvey, Don Cheadle, Cedric the Entertainer et D.L. Hawley étaient tous présents. Oprah, Barack Obama, Brad Pitt et Andy Garcia ont envoyé des lettres. Dehors, les fans ont fait la queue dans les rues pleurant. Ligne, des gens du monde entier ont partagé leur chagrin. Même dans la mort, Bernie a rassemblé les gens. 2024, la fille de Bernie, Janice, a pris la parole après que Cat Williams ait fait la une des journaux pour avoir défendu son père. Elle l'a qualifié de type bien et a dit « Ce ne sont pas tous ceux qui louent Bernie maintenant qui l'ont fait quand il était vivant. » Elle s'est ouverte sur le côté difficile de la comédie. Dans les coulisses, ce n'était pas toujours amical. Elle a lancé un podcast appelé Bernie's Daughter, le jour de ce qui aurait été le 66e anniversaire de Bernie. Elle y parle de sa vie avec lui. Elle partage des histoires, interviewe des célébrités et explore ce que c'est d'être surtout connu comme l'enfant de quelqu'un. Elle dit que figurer dans ses blagues était parfois inconfortable, mais en même temps, elle chérit les leçons privées qu'il lui a enseignées. Elle s'est également ouverte sur son chagrin. Chunk 14. Elle a suivi une thérapie, a divorcé et a essayé de construire une nouvelle vie. Elle a été vice-présidente de la fondation Bernie Mac pendant un certain temps, mais maintenant elle se concentre sur le partage de sa vérité, à la fois le bien et le douloureux. Après le décès de Bernie, Rhonda a été anéantie, mais elle a transformé son chagrin quelque chose de puissant. Elle est devenue présidente et PDG de la fondation Bernie Mac. Sa mission était claire. Sensibiliser à la sarcoïdose. La maladie qui a emporté la vie de Bernie avait besoin de plus d'attention, de meilleurs traitements et d'un diagnostic plus rapide. Rhonda a commencé à collecter des fonds et à établir des partenariats avec des groupes comme 23andMe. Elle a poussé les législateurs à agir. 2021, l'Illinois a adopté le projet de loi 590, faisant officiellement d'avril le mois de la sensibilisation à la sarcoïdose. Ce fut l'une des nombreuses victoires que Rhonda a remportées pour la cause. Depuis 2008, la Fondation a collecté des centaines de milliers de dollars. Elle a soutenu des dizaines d'événements, dont une importante collecte de fonds sur tapis violet. Avril 2025, des politiciens, des scientifiques et des célébrités se sont réunis pour aider.
Le travail de Rhonda a fait de la Fondation un chef de file dans la lutte contre la sarcoïdose. Sa voix, autrefois privée, est devenue qu'une force qui a honoré le nom de Bernie, tout aidant des milliers d'autres personnes.